Tech. C'est quelque chose d'assez général, on va essayer d'animer ce meet-up sur différentes thématiques. Et alors aujourd'hui on est accueilli par l'ECE, donc Christophe, directeur de l'ECE, est là avec nous pour quelques instants en tout cas. Merci. Meet-up aujourd'hui autour des microservices qui sont pour nous un des sujets d'architecture qui demande réflexion, et donc on voulait partager quelques-unes de nos approches sur 3 volets avec 3 intervenants différents. Le dernier intervenant n'est toujours pas là, donc on va voir. Ça va être l'aventure. Peut-être du coup, Christophe, si tu veux dire 2-3 mots de l'ECE, et comme ça on te libère. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc là, vous êtes à l'ECE, et en fait, vous êtes plutôt sur un ensemble d'écoles qui est sous la bannière Campus Eiffel. Donc on a le droit d'utiliser le mot Eiffel avec l'accord de la famille. Le Campus Eiffel regroupe plusieurs institutions. L'ECE en fait partie, donc l'école d'ingénieurs. Il y a 2 écoles de management qui sont EBS et l'ESCE, plus une école de diplomatie qui s'appelle HEIP, et enfin une école de formation continue qui s'appelle l'IFG. Voilà, donc c'est un ensemble qui se regroupe sur ce campus et aussi sur d'autres campus juste derrière la rue. Il y a un ensemble de plus de 7500 étudiants, où vous imaginez que ça foisonne sa vie. Donc là, c'est un petit peu réduit puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont partis en stage. On arrive sur des périodes, et à l'international, on arrive sur des périodes où on va avoir des flux d'étrangers qui vont arriver pour gérer la partie Summer School. Et donc on est dans une phase transitoire où il reste les premières années dans les classes préparatoires, notamment dans l'école d'ingénieurs, et puis dans les d'autres écoles de commerce également. Voilà, donc ces écoles ont la volonté de travailler ensemble, notamment sur des thématiques entrepreneuriales, d'innovation. Donc on est en pleine réflexion de mettre en place, parce que c'est assez nouveau qu'on soit sur le même site, donc ça permet cette position géographique de faire de la transversalité, et ça va donner de beaux projets. Donc déjà on a un incubateur, on a un Fab Lab dans l'école d'ingénieurs, et c'est clair qu'on va aller sur une dimension beaucoup plus ouverte. On travaille déjà avec des écoles de design, Strat Collège, également avec l'école de Condé qui est juste à côté. Et donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que ces étudiants se rencontrent pour pouvoir innover, entreprendre dans des beaux produits, des beaux projets. Je vous montrais à l'instant une réussite, parce que dans l'incubateur on a un certain nombre de sociétés qui passent et qui vont après s'incuber, s'accélérer dans d'autres espaces. Juste pour dire, alors je fais leur pub parce qu'ils ont ouvert une campagne de crowdfunding sur une plateforme, elle s'appelle Enovap. Ils ont fabriqué un produit qui est une cigarette électronique qui permet le sevrage des gens qui fument par un dispositif assez intelligent de placebo et de nicotine qui va se doser au fur et à mesure de l'utilisation et de la volonté de la personne qui l'utilise. Alors voilà, donc c'est le dernier qui est actuellement en ce moment dans les plateformes de crowdfunding. On en a eu un certain nombre, et on veut vraiment favoriser cette culture entrepreneuriale chez nos étudiants, parce qu'on voit qu'il y a vraiment de belles idées, et on les pousse parce que derrière on est dans une politique très ouverte sur le projet, travailler en projet, et cette politique, cette formation par le projet a été labellisée DEFI, Initiative d'excellence en formation innovante, par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, donc ça veut dire que chaque projet est valorisé, ça donne l'objet de publications scientifiques, de dépôt de brevets, de création d'entreprises, et notamment, voilà, donc on pousse nos étudiants à sortir un peu du cadre académique et à se confronter à certaines réalités, et ça fait de beaux produits. Donc nous sommes fiers, et les meet-up favorisent ces rencontres avec les industriels à travers des meet-up, des hackathons, des rencontres aussi avec des gens de la vie civile et qu'on connaît, des gens de Luc Ferry et autres, qui viennent faire aussi un peu de philosophie, viennent ouvrir un peu les esprits de ces étudiants. Et tout cet ensemble fait que ça favorise de beaux cerveaux, et j'en suis assez fier. Et je suis aussi fier à ce titre donc d'accueillir ce meet-up, et voilà, je vous souhaite de beaux échanges, parce que je pense que c'est à travers ces rencontres qu'on arrive à produire de belles idées et à les construire. Voilà, très bien, bienvenue à l'ECE. Donc après, il est de coup
coutume de se présenter. J'ai pas du tout fait un slide pour me présenter. Je pense que les plus jeunes l'ont fait. Donc, alors, je m'appelle François Giraudon. Donc je suis un des fondateurs de Suricat Consulting. Alors, on va pas faire la pub de Suricat Consulting, mais c'est quand même un peu aussi à travers des valeurs de Suricat qu'on veut s'impliquer dans la formation, les écoles, en particulier comme le CE. Donc j'ai 25 ans d'expérience dans le domaine des nouvelles technologies. Je suis un matheux de base, des formations en mathématiques, et puis j'ai œuvré dans plusieurs univers différents, dans la R&D pendant un certain nombre d'années, sur les objets connectés. À l'époque ça s'appelait autrement, mais pour l'univers de l'art, la musique. Voilà. Puis après je suis passé dans le conseil pendant quelques années, une huitaine d'années en tout, et me voilà donc fondateur avec 3 autres camarades dans cette aventure Suricat qui donc maintenant a presque 1 an. Je me rappelle, nous, enfin, on est sur des nouvelles technologies, sur la partie aujourd'hui qui s'appelle digital, mais qui est donc la transformation avec les nouvelles technologies. Et c'est dans ce cadre qu'on a essayé, qu'on pensait que réfléchir sur les microservices, qui sont donc une nouvelle approche des nouvelles techno. On verra les geeks qui vont en parler derrière. Et c'est aussi des convictions aussi de nouvelles organisations plus agiles, plus libérées. C'est un mot à la mode aussi. Donc voilà, l'idée c'est de partager. Donc on va faire des petites sessions de dizaines de minutes, et puis c'est ouvert au débat. Il y a un deuxième micro après, donc l'objectif c'est d'échanger avec vous, de partager nos convictions et de finalement faire évoluer cette idée. Donc moi j'ai intitulé ma petite session c'est quoi un microservice, et puis d'envisager ce que ça veut dire pour une entreprise en termes de modèle organisationnel, et donc les impacts que ça va avoir dans la restructuration, la réorganisation des DSI, puisqu'on là on est focalisé sur la DSI, mais on verra que finalement la DSI c'est un mot qui peut être aussi à revisiter. Alors j'ai voulu commencer par une image que j'aime bien. Matheux, de base, j'ai travaillé pendant un certain temps sur ce qu'on appelle les systèmes complexes. Un système complexe, c'est par nature l'univers des étoiles, par exemple. Et on a une vocation dans les mathématiques à toujours simplifier, essayer de structurer, de fragmenter, de codifier, d'aller jusqu'à définir une microstructure qui permet de comprendre finalement un mécanisme beaucoup plus large, beaucoup plus complexe. C'est cette approche finalement qui a généré de tas de philosophies. Une des dernières, c'est le SOA, on va en revenir. Et je voulais partir de ça parce que c'est finalement l'informatique, les nouvelles technologies, c'est aussi une philosophie. Hein. Et derrière ça, souvent, il y a des concepts, et on va dire que les mathématiciens ont pas mal œuvré. Alors, le contexte, pour moi, tel que je le vois aujourd'hui, parce qu'il y a il y a des débats, microservices à peu près, enfin le mot microservice, il y a à peu près une dizaine d'années aujourd'hui, donc c'est pas si jeune que ça. Hein. Mais avant microservice, il y avait SOA. Donc, qu'est-ce qui diffère aujourd'hui de ce qu'on appelait avant SOA, donc Service Oriented Architecture, de ce qu'aujourd'hui on appelle microservice? Alors on va trouver sur internet les pour, les contre, ceux qui disent que microservice c'est finalement du SOA, d'autres qui disent que ça n'a rien à voir.
Mais en fait, à mon sens, hein, c'est une continuité de ce que était l'approche SOA des années 90, mais avec finalement le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui il y a une multiplication des canaux, une multiplication du nombre d'usages, j'en ai représenté quelques-uns, jusqu'à la Smart City, qui est l'avenir de l'architecture, avec des objets connectés dans tous les coins, des milliards d'objets connectés. Donc finalement, avec l'évolution, on va dire, dans le temps, on fait évoluer sémantiquement des mots, donc SOA finalement ne correspond plus à ça, parce qu'il correspond et il est daté dans une époque, mais la volonté est la même. La volonté, c'est d'ouvrir le SI, de le rendre plus rapide à mettre en œuvre, de faciliter la création, etc. Donc la philosophie donc, est identique, mais le temps n'est pas le même. Alors, ce qui diffère. Alors déjà la définition, j'ai pris la définition, j'ai pris deux définitions. Une définition d'un des fondateurs, hein, Adrian Cotthrodt, et on peut dire que microservice, c'est trouver la bonne maille et de métier pour découpler et rendre autonome une partie du système d'information. Donc c'est à travers une approche de conception, une approche de modélisation, qu'on va définir la bonne granularité de ce que c'est qu'un microservice. Et je dirais qu'il y a autant de microservices. La notion de microservice, c'est un, je vais vers le cloud, deux, je vais m'exposer en API, et trois, je modifie mon système de fabrication. Alors nous, on a appelé ça BizDevOps. DevOps, vous connaissez sans doute. BizDevOps, on a rajouté juste qu'il faut aussi pas oublier qu'il y a un métier. Et que donc à travers ces trois mots-là, on modifie finalement l'ossature sémantique d'un service. Schématiquement, dans les années 90, même 2000, on était dans une approche où on fabrique des services et puis il y a deux, trois applications qui s'appuient dessus. Aujourd'hui, on va dans une approche d'API, c'est lié. Et puis avec une ouverture, on ouvre considérablement le service, du coup, on va avoir des partenaires, on va avoir des objets connectés, on va avoir des différents médias qui aujourd'hui nécessitent une adaptation et une mise sur le marché tellement rapide que finalement l'approche qui est quand même encore dans le SOA quelque chose de relativement monolithique ne permet plus. Donc la différence pour moi c'est à travers ces trois nouvelles technologies finalement restent les architectures cloud et une méthode BizDevOps qu'on revisite ce qu'est un microservice. Alors, les principes, pour moi, quelques principes fondamentaux. Ça peut pas se faire en externalisant les compétences. Ça veut forcément dire que concevoir une architecture ouverte, avec une maîtrise de la technologie, c'est pas compatible avec une externalisation. Donc, on part du principe que ce qui a été dit sur certaines méthodes de fabrication externalisées, on se rend compte qu'il y a des limites à ça, et que dans le cadre d'une agilité, d'une rapidité de mise sur le marché, et puis d'une connaissance aussi des nouvelles technologies, il y a besoin de réinternaliser un grand nombre de compétences. Et on verra que, j'ai pris un exemple après, vous verrez que c'est symbolique de cette situation. Et que
en France, on est assez en retard sur cette démarche-là par rapport à d'autres pays. Ensuite, il faut construire, on a, et ASOA ne disait rien là-dessus d'ailleurs, on a créé des équipes, mais avec une vision assez manichéenne, hein. Il y avait le métier, les devs et la prod. Et finalement, bon, ben, ça a eu son intérêt pour rationaliser jusqu'à un certain niveau, mais avec la complexité qui grandit, pour moi c'est lié au tout début de ma réflexion, les systèmes en grandissant se complexifient, au bout d'un moment cette vision tripartite ne résiste plus à la complexité, et donc l'approche c'est de créer des entités autonomes, équipes pluridisciplinaires, avec une grande autonomie de pensée, une grande autonomie de choix technologique. C'est aussi ça ce qu'amène le microservice par rapport à une architecture ASOA qui était assez aussi monolithique dans ses choix technologiques. Finalement, l'approche microservice permet à chaque petite équipe, alors on ne va pas dire d'aller dans n'importe quel sens, mais de définir ses propres, en fonction de ses propres besoins, ses propres technologies. Et donc ça amène d'autres réflexions, hein. Parce que du coup, ça rend autonome, en termes de management, ça change forcément la relation entre les équipes, mais ça responsabilise aussi chacune de ces équipes. Donc, et surtout, on ne parle plus de métier, développement, mais prod, mais on parle d'un processus ou d'un service qui va avec une vision de bout en bout. Donc finalement, les équipes entre elles sont comme des SaaS, hein, avec des interfaces, elles ont des contrats à respecter, mais avec une autonomie beaucoup plus forte et beaucoup plus affirmée que ce qu'aujourd'hui on a, comparé à ce qu'une approche traditionnelle ASOA le permettait. Un des troisièmes principes pour moi qui est indispensable si on veut mettre en œuvre les microservices, c'est qu'il faut aller dans l'automatisation. Je ne vais pas en parler beaucoup parce que je sais que Mickaël va nous faire un grand laïus sur l'automatisation. C'est essentiel que plus on donne d'autonomie, plus il faut s'assurer que dans microstructures, donc des petites structures, plus il faut s'assurer que quand on fait bouger quelque chose, on garde quand même une cohérence dans ça. Donc la volonté de pousser l'automatisation jusqu'au bout est quelque chose d'essentiel, et bien sûr ça s'outille, ça se travaille, et ça se comprend. Et puis, deux patterns d'architecture. API, il faut être API first. Donc penser API, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer une interface avec un contrat d'interface avec le reste du monde. Et puis un élément qui est assez ancien, que je pense qu'il faut relire, ces bouquins-là autour de l'EDA, l'Event Driven Architecture, il date des années 80 au bas mot, peut-être même avant. L'EDA c'est quoi, hein? C'est dire une architecture c'est d'abord drivé par des événements, ça paraît bidule. Mais oui, mais en fait on n'avait pas réussi à l'implémenter comme il faut jusqu'à ce que finalement les technologies d'aujourd'hui nous permettent. Donc il faut, à mon avis, revisiter ces problématiques qui étaient certes des vues de grands penseurs informatiques, mais qui étaient plus finalement dans des laboratoires que dans la vraie vie de tous les jours dans les entreprises. Mais aujourd'hui, à l'aube de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles approches, il me semble intéressant de revisiter ce concept qui n'est pas si récent que ça. Alors, j'ai fait quelques schémas dans le process, on va dire, hein, de mise en œuvre des microservices. Si on considère les différentes approches qui ont vécu, on va dire, dans la conception d'architecture, la première approche technico-fonctionnelle, c'était celle qui finalement
parlait au métier. C'est-à-dire on avait des applications avec des écrans, on véhiculait, on passait d'écran à écran, puis on appelait des services. Ça se conçoit très bien pour un métier, mais ça crée finalement des applications de grande taille. On a après eu, et SOA a mené ça, on pourrait ça appeler approche hybride, je l'appelais comme ça, mais c'est finalement commencer à mutualiser un certain nombre de services avec une notion de service public, service privé, qui ont permis quand même d'amener une agilité plus forte dans la livraison des architectures. Et si aujourd'hui on va dans les microservices, c'est pour coller aux usages. Et donc là, on crée quelque chose de relativement autonome, avec ses propres technologies, ses propres choix aussi expérimental. Et puis du coup, finalement, on se dégage de la complexité des consommateurs. C'est cette approche-là qu'il va falloir travailler pour arriver à créer la bonne granularité des microservices. Pour mettre ça en œuvre, moi, de l'expérience qu'on commence à mener dans les entreprises, il y a trois grandes parties. D'abord, on part d'un existant, hein. Donc on ne va pas dire à nos clients ce que vous avez fait pendant 20 ans, c'est tout à jeter. Ça, c'est pas possible. En général, on est déjà passé à l'ère du SOA depuis quelques années. Enfin, c'est quelque chose qui est assez répandu. Sauf que derrière une notion de service, beaucoup de gens mettent des choses très différentes. Donc il faut revisiter la notion des options de fabrication des services. Et on utilise le concept de ressources, parce que c'est lié à l'API. Et le passage, le fait de parler de ressources et non plus de services, ça permet de manière intellectuelle, même à des équipes qui ont fait pendant plusieurs années du COBOL ou du SOA, de changer de façon de regarder l'objet métier qu'on est en train de faire, parce qu'on leur dit, mais non, mais service c'est très bien, mais ressources, c'est les usages. Je veux faciliter la consommation. Donc je ne me pose pas tout à fait la même question que quand je faisais du SOA. Voilà, donc c'est redéfinir les options de fabrication. Deuxièmement, il y a, souvent on l'a dit mais on ne l'a jamais fait, il faut mettre en place une gouvernance autour des API. Et donc c'est finalement un organe, un chef d'orchestre qui prend les différents services et qui s'assure, on va dire, qu'il y a un respect d'un certain nombre de règles communes à l'ensemble de la communauté de développeurs. Et puis, troisième aspect qui finalement fédère un peu tout l'ensemble, et ça doit être porté par l'ensemble des microstructures qui développent, c'est il faut définir les critères de construction, les interfaces entre les différentes expositions. Donc il faut définir les stratégies d'exposition et se définir un langage commun. Trois thématiques importantes. C'est, puisqu'on est c'est un des sujets majeurs qu'il faut traiter. Comment? Donc les questions, c'est à quel moment je fais des montées de version, à quel moment je rends visible que je fais une montée de version. Donc toutes ces questions, il faut qu'on se les pose pour définir les bons critères. Un niveau plus bas, ces ressources, ces microservices, il faut les packager dans des infrastructures. Et c'est quoi la maille? Parce qu'on peut effectivement dire j'ai un microservice, j'ai une autonomie, mais si derrière j'ai pas prévu ma façon de packager mes ressources suffisamment bien, je vais recréer des silos. Et puis le troisième aspect qui est plus sur la consommation, c'est comment finalement j'expose mon SI.
qui est responsable, c'est quoi les critères de regroupement de ma typologie d'objets métiers que j'expose. À travers ces questions, finalement, on redéfinit une cartographie des métiers qui vont aussi bien des gens qui travaillaient historiquement dans la production, qui font du développement, mais aussi qui font du métier. Donc finalement, on revisite la structure de l'entreprise, et finalement, où est la DSI là-dedans? J'ai l'impression qu'elle est en train de disparaître. Voilà, bon, c'est mon avis. J'ai pris un cas d'école qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est Zalando. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte de mode. Hein. Alors, ils sont passés donc, en un an, je crois, hein, sur un mode donc, exposition en microservices. Ils ont vraiment allé jusqu'au bout, hein. Donc, en tout cas ils le communiquent comme ça. Ils ont cassé totalement leur DSI, créé 70 équipes peut-être 5 personnes, totalement autonomes, gérant tout, le cycle de vie, ayant respecté des règles, hein, tout ce que je viens de dire précédemment, fonctionnant comme un espèce de SaaS, SaaS, S-A-A-S, vis-à-vis des autres. Et en 9 mois, alors c'est ce qu'ils disent, hein, moi je ne l'ai pas vérifié personnellement, mais en 9 mois ils ont transformé une application monolithique qui était en Java, Spring, en utilisant toutes les nouvelles technologies, hein, Docker, ça, parce que tu vas en parler beaucoup, et ils ont conçu 200 microservices. Ils ont totalement transféré, ils sont capables de livrer presque toutes les minutes leurs évolutions depuis qu'ils sont passés dans ce mode-là. Alors on parle, le cas d'école c'est Netflix, je pense que tout le monde en a entendu parler, des milliards de connexions et des mises à jour extrêmement fréquentes. Je voulais présenter celui-là parce qu'il est assez symptomatique aussi de la boîte, parce que finalement Zalando, qu'est-ce qu'ils voulaient faire à travers ça? Ils se sont rendus compte qu'ils avaient trop externalisé. Ils communiquent beaucoup sur ça pour réinternaliser, pour refaire venir des talents à l'intérieur de Zalando, et du coup de se montrer comme une marque innovante à travers le microservice. À travers la techno, ils vendent plus de modes. Ça paraît bizarre, mais c'est un peu la vision qu'a Zalando. Voilà, je m'arrête là. Je vous laisse réfléchir. Si vous avez des questions... par rapport à ce que tu viens de dire à la fin. Bonjour. Ouais. Par rapport à Zalando, tu viens de dire qu'ils ont réussi à vendre plus, si j'ai compris, juste en communiquant qu'ils ont changé de techno. Mais monsieur tout le monde, celui qui va acheter leurs produits, il s'en fout un peu. Donc, comment c'est fait? Ben non, pas tellement, non. En fait, par les réseaux sociaux, on change. Je sais pas si... Il marche aussi. Finalement, c'est par... tout ça est totalement présent sur tous les réseaux sociaux. Donc ils font des pubs sur YouTube, ils ont fait publier sur Twitter, et finalement, c'est viral. Ils ont communiqué sur un changement technologique et finalement sur une évolution qui est effectivement à l'intérieur de la structure, mais par ça, ils ont fait adhérer un certain nombre de penseurs, de gens qui ont relayé cette information. Ça a marché. Et ça a marché. Mademoiselle là-bas. Oh. Au début, le slide juste avant, vous avez parlé, peut-être que moi j'ai fait quelque chose, un truc comme ça. Vous avez parlé qu'il faut définir des règles pour la communauté des développeurs, qu'il faut une stratégie, un langage commun. Je ne sais pas si c'est un langage d'exposition au développement.
pour faire des microservices, je sais pas si... Alors c'est pas un langage de développement, au contraire. Les langages de développement, chaque équipe a le choix. Exactement, parce que les microservices, il n'y a pas de commun, chacun fait donc... Oui, mais il y a quand même une interface commune. Le bloc API Management, il n'est pas là pour faire de commun, il est là pour soit un portail sur lequel on déclare nos services, Voilà. pour qu'il gère de la sécurité, il gère ce genre de choses. Et aussi une cartographier l'ensemble des microservices et puis de s'assurer qu'il y a une homogénéité dans la façon de les exposer. Ça veut dire si on fait, c'est-à-dire à la fin on expose tout en reste et on fait jamais de SOAP, on expose tout en SOAP, on fait jamais de reste, ou non. on expose tout en RMI encore pas, on choisit une techno. On va choisir sa techno, mais à un moment donné, il y avait un moment, il faut que les deux technos se parlent. Oui, oui. Et donc il faut choisir le langage qui permet de parler entre les différentes stacks technologiques. Aujourd'hui, c'est REST. Hein. Mais ça veut dire que là, Alors après il y a la documentation de l'API. Alors aujourd'hui, on parle, il y a des choix qui ne sont pas totalement d'ailleurs finalisés, mais celui que nous on a utilisé, c'est Swagger par exemple, qui est un choix. Ça devient de plus en plus la norme, les Swagger. Voilà. Donc, non, il y en a d'autres. Hein, il y a le Blueprint et tout ça, mais Swagger, ça devient plus voilà. utilisé. Donc, c'est à travers ces choix-là que finalement on fait converger. C'est les choix sur l'exposition, c'est pas sur les choix sur la fabrication. La fabrication, on peut faire du Java, on peut faire du Python, on peut faire du Ruby on Rails, on peut faire du PHP. Voilà. Mais à un moment donné, on fait une exposition dans une API et on utilise une techno, on essaye d'en utiliser qu'une, ça va être peut-être le Swagger. Voilà. Ça me paraît plus fort. En fait, vous parliez tout à l'heure de la granularité des microservices. De la granularité des microservices. Et vous faisiez une distinction entre les usages, il me semble, et les services. Oui. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette partie-là, en fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans les services? Je ne vois pas bien la différence entre les usages et les services, en fait. Les usages, on va dire côté utilisateur, mais après, de la même manière, on peut proposer des services à des utilisateurs, donc je ne vois pas bien la nuance que vous faites. Un usage, c'est une façon de s'exposer. Enfin, quand on parle, je reprends l'exemple d'un service à soi. Le service à soi, il n'y a pas de limite en termes d'opération. On a l'opération 1, l'opération 2, l'opération 3, l'opération 4. C'est une vision assez interne d'une conception. Quand on est dans le monde ressources, on a un objet, mon contrat, et finalement on manipule cet objet-là. Alors que le service, on va peut-être faire une opération sur mon compte, je vais prendre mon compte par exemple. Je vais faire un virement sur mon compte. Donc je vais créer un service qui va faire virement sur mon compte. Et quand je vais m'exposer, je vais pas concevoir une ressource virement sur mon compte. Je vais créer une ressource qui va s'appeler virement. Parce que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un virement. Forcément, c'est sur mon compte. Donc il y a un décalage entre quand on a fait de la conception, et c'est dû aussi à la manière dont UML, alors on peut rentrer aussi dans la vision UML, c'est souvent en fait dans les use cases UML qu'on définit les services. Et on définit les services à travers ces opérations. Alors que quand on est du côté du consommateur, on se demande, mais c'est quoi dont le client a besoin? C'est donc une approche qui n'est pas forcément alignée. Voilà. D'autres questions? On passe à la suivante.
vu que je vais avoir des équipes plus petites et beaucoup plus de services. Mes équipes vont devoir gérer plusieurs services. Bah, tu vois, là, tu as 70 équipes, tu as 200 services. Ces services, ils vont avoir des cycles de vie différents, ils vont évoluer chacun à leur rythme. Ils vont évoluer à des rythmes forcément différents. Donc, potentiellement, je vais avoir un service sur lequel on ne va pas travailler pendant des mois, et par contre d'autres services qui vont naître à ce moment-là. Comment je fais pour redispatcher mes équipes sur les nouveaux services? Enfin, pour redispatcher mes nouveaux services dans les équipes. Moi, c'est ce que je mets derrière la gouvernance. C'est effectivement... il va y avoir, comme dans tout cycle d'une complexité, d'une grande complexité, des étoiles mortes et des étoiles qui naissent. Il va falloir faire pareil avec les microservices. Il va falloir en créer, en tuer, en mettre à jour. Et donc, finalement, la gouvernance, elle est là pour, en permanence, avoir une vision. Elle ne s'assure pas de l'autre. Enfin, elle fait confiance en l'autonomie de celui qui dit « Ah, j'ai besoin de me mettre à jour, etc. » Elle ne s'occupe pas vraiment de ça. Par contre, elle s'occupe de s'assurer que globalement, on ait toujours une vision 100% du service à rendre. Voilà. Pour moi, c'est la gouvernance qui doit le faire. Je reviens sur les microservices. L'idée de base, c'est en gros découpler une application monolithique pour décrire un service de messagerie, service firmware, etc. Ouais. Le problème, lorsque tu as dit tout à l'heure que Netflix ou je ne sais plus qui, qu'ils arrivaient à déployer rapidement chaque 10 minutes, etc. Le problème, c'est qu'en pratique, un service tout seul autonomique, ça ne sert pas à grand chose. Lorsque je déploie un SI ou une application, c'est un écosystème. Bien sûr, c'est un ensemble. On est d'accord. Ah, c'est-à-dire que tout mon écosystème devrait évoluer à la même vitesse. Ah non? Bah non, pourquoi pas forcément? Problème de dépendance, problème de miscommunication. Eh bien, justement, l'enjeu des microservices, c'est d'être découplé. Qu'il y ait le moins de dépendance possible entre chacun de mes microservices. C'est ça la problématique. Je suis d'accord, mais admettons que j'ai un service qui utilisait le prénom, dans sa nouvelle mise à jour, il utilise le nom pour une tâche tout n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il faut quand même... Il y a des choses dans l'intégrité du service qu'il faut prendre en compte. Vous gérez ça comment en pratique? Ben, le versionning des services. On ne va pas décommissionner le service d'avant tout de suite. Mais... On va communiquer au reste du monde. Je me suis mis à jour. Je garde la version du service d'avant pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous ayez tous dit « Ok, ça y est, je suis passé à la nouvelle version ». D'accord, donc on revient de la gestion de projet classique en quelque sorte. Ah ben, on ne réinvente pas quand même tout, hein. Mais c'est l'agilité qui doit se mettre en place entre les différentes équipes. Il faut qu'elles se communiquent entre elles. Hein. Et le versionning est un des bras armés de la gouvernance. Voilà. Vu que les services sont plus petits, tu peux les faire évoluer ensemble à la même, ceux qui dépendent les uns des autres, tu les fais évoluer à la même vitesse. Si tu veux. Ton service qui utilise le prénom et par rapport au service... Ton service qui utilise le prénom, si dans la version d'après, il utilise le nom, bon, ok. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont dépendre de ce service-là, ils vont se caler tous sur ceux sur lesquels ils sont interdépendants. Donc en gros, tu fais un cluster de microservices qui évoluent plus ou moins à la même vitesse, alors que les autres microservices qui sont regroupés par dépendance les uns les autres, eux, ils peuvent évoluer à des vitesses différentes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, mais ça veut dire que j'aurai toujours un delta à gérer entre dev, prod, intégration. Tu l'as toujours, certes, mais il est beaucoup plus petit. Si tu veux, c'est comme si tu avais des fils de bagnole. Tu as des bagnoles qui vont aller très très vite, et tu vas pas les faire ralentir, parce que sur la file de droite, ils vont qu'à 60 km/h. Là, tu permets à tes équipes qui sont super rapides de délivrer très très vite et d'avancer ensemble très vite, sans se frustrer. Voilà. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vu en vrai. Je voulais finir, mais non. J'ai deux questions en fait. La première c'est liée à ce versionning.
Et je ne sais pas si la notion de pivot et la versionning du pivot au sein du microservice. Est-ce qu'on fait vivre deux pivots avec deux versions différentes? Alors pivot, tu peux dire qu'est-ce que tu entends derrière pivot? Pivot, si on veut dire, c'est un objet métier qu'on définit. Par exemple, si j'ai un site d'e-commerce, je définis un pivot. Dans la boîte, j'ai ce qu'on appelle un client, un compte et une liste de courses. Ça, disons, ce sont les objets métiers que je manipule dans mon entreprise. Et donc, je fais ça, ils ont une définition métier. Et avec ça, je définis une sorte de pivot. Ça devient, si tu parles d'un client chez Zalando, il a un nom, un prénom, un numéro de téléphone, c'est pas un nom, un prénom, un email. D'accord. Oui, ouais. Et ce que tu veux dire, c'est un format pivot? Un format d'échange entre les... Oui, exactement, c'est un format d'échange, c'est un format pivot. Oui. Et donc, en versionnant les services, j'imagine, on versionne le code, on versionne le pivot. Et est-ce que le versionning de pivot suppose... Donc, comment on versionne ce pivot-là? Est-ce que je fais des versions du pivot? Est-ce que mon pivot contient nom, prénom, mail et téléphone? Ou je fais une version V1 qui contient nom, prénom et téléphone et une autre qui contient nom, prénom, mail et téléphone? Non, là, on ne raisonne pas comme ça, on raisonne par compatibilité. Si je rajoute un champ de plus dans un Swagger, si c'est rétro-compatible, il n'y a pas de nouvelle version. On est sur la même, puisque les consommateurs d'avant, ils utilisent toujours le même service. Et que les nouveaux qui vont utiliser le champ, l'objet, l'attribut que tu rajoutes. Et si j'ai besoin de supprimer? Ah, supprimer, c'est... Parce que ça, je définirais les mêmes règles dans les deux. Supprimer un attribut, c'est... Supposons que les... C'est assez rare, hein. Je ne vois pas dans quel cas tu supprimes des choses. Parce qu'une fois qu'on a quelque chose dans des bases de données, supprimer, t'imagines ce que ça veut dire. Et j'ai une deuxième question, j'arrête. Vous avez parlé de la disparition de la DSI. Ah! C'est un peu philosophique. Comment la DSI va disparaître? Non mais c'est pour provoquer. Non, c'est juste, ça m'intrigue quand on dit la DSI va disparaître, mais qui va faire les services informatiques? C'est les métiers qui vont faire les services informatiques? Non, je dis pas ça. Je dis que si on rentre dans une approche microservice dans lequel les petites équipes font du métier, de l'archi, des technos, de la prod, où est la DSI? C'est pas la même DSI qu'aujourd'hui. Voilà. C'est plus la même DSI, c'est peut-être la gouvernance dont je parle. Non mais je voulais conclure par les Shadok, que j'aime bien. Et c'est à méditer, hein, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et ça va avec la philosophie des microservices. Voilà. À la lumière de ce que François vient de vous dire, vient de vous présenter, j'essaie de rentrer un peu plus dans le détail pour voir comment on peut faire du microservice dans nos DSI actuels. Alors d'abord, un petit mot sur moi. Je suis Mickaël Gibert, je suis architecte gestion CAS depuis quelques mois maintenant. Alors historiquement, je suis développeur Java qui a évolué vers du Python, puisque j'ai travaillé dans le monde du cloud et que quand on administre du cloud, le Python, c'est utile. C'est là que j'ai découvert OpenStack, la culture DevOps, et des outils de configuration management comme Ansible. Et du coup, vous pouvez voir que je suis contributeur sur Ansible Galaxy. Venez noter mes rôles. Vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est que des tweets techniques, ça peut vous intéresser, ça parle entre autres des microservices. Alors, on va enfoncer quelques portes ouvertes et on va rentrer dans les architectures de référence des microservices. Donc, dans le premier cas, on va parler de l'archi-simple qui est le REST, que tout le monde connaît. Donc, tout le monde communique ensemble en REST. Alors, pourquoi pas en SOAP, vous allez me dire? Parce que voilà, la tendance c'est le REST, ça fait... Le SOAP c'était bien au début des années 2000, depuis les années 2010 quand même tout a tendance à être REST. Donc on a toujours du legacy en SOAP certes, mais les nouveaux services vont aller vers du REST. Chaque service est responsable de ses données, c'est-à-dire qu'il ne va pas causer la base de données du copain. Et tout le monde communique de manière synchrone. Alors tout ça c'est très bien, sauf que dans une approche microservice, ces services-là, je vais en avoir plus 5 comme sur mon schéma, mais 50 000. Et là ça fait mal. On va voir juste après comment on fait pour gérer ça. Mais du coup, il y a plein de problématiques au runtime. C'est-à-dire que comment je fais pour savoir où est mon service au moment de son exécution.
si mon service A dépend de mon service B, si mon service B est déplacé, ou si mon service B a été supprimé parce qu'il a monté de version, il est sur une autre infra, il a changé d'IP, comment je fais pour aller le voir? On voit ça juste après, mais c'est les problématiques qui vont se poser. Hop. Une architecture un peu plus intéressante, l'architecture asynchrone. Donc la précédente, elle était bien, mais elle posait beaucoup de problèmes qui étaient que tout était synchrone. S'il y a un traitement gourmand, il ralentit toute l'infra. Asynchrone, on va échanger juste des messages. C'est-à-dire que quand je veux faire un traitement, je vais poster un message dans une file, et ceux qui sont intéressés le consommeront, ceux qui ne sont pas intéressés ne le consommeront pas. Donc du coup, mon interface entre mes services, c'est plus une interface REST, une interface SOAP, c'est juste un message, c'est sans interface. C'est au consommateur de savoir ce qu'il va consommer. Alors ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous permet de tester des nouveaux services. Si je veux mettre à jour mon service, je vais juste rajouter un consommateur potentiellement. Je peux faire de l'A/B testing comme ça, dire j'ai deux versions d'un même service qui vont apporter des fonctionnalités un petit peu différentes et je vais tester pour voir si mes utilisateurs sont plus intéressés par telle version ou telle version. Alors tout ça, je vais le faire comment? Je vais dire, je vais avoir deux consommateurs sur mon bus sur ce message-là. Et c'est transparent pour celui qui veut émettre le message. Donc ça, c'est vachement souple, c'est vachement bien. Par contre, je vais récupérer la liste de mes comptes, j'envoie un message, il y a un consommateur qui va aller chercher dans sa base de données et me renvoyer mes comptes, et ensuite, il va le reposter dans le bus, et c'est mon appli émettrice du départ qui va devoir aller reconsommer cette nouvelle file de messages. Aïe aïe, ça commence à être un petit peu compliqué pour pas grand-chose. Et donc, vous voyez où je vais en venir. Ce qui est bien, c'est de faire les deux. Les opérations dont on a besoin du résultat tout de suite, on va les faire en synchrone. C'est ce que j'ai matérialisé par ces flèches-là, qui représentent un appel HTTP classique. Pour les opérations gourmandes, par contre, donc dans le cas d'une API REST, on va renvoyer un code 202, j'ai accepté ta requête, je vais la traiter et reviens voir de temps en temps si elle a été traitée. C'est un traitement qui va prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, beaucoup trop pour un appel à HTTP classique, pour un usage du web. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le bus et je vais utiliser la fameuse architecture un peu moins sympa qu'on a vu juste avant. Voilà, et donc là-dedans, il y a des nouvelles problématiques qui se posent, c'est la sécurité du bus, comment je fais pour que mon bus soit hautement disponible, puisque si mon bus tombe, tout tombe, dans les deux architectures qu'on vient de voir. Donc ça se fait très bien de le mettre en achat, ça se fait très bien de le sécuriser. Aujourd'hui, c'est assez courant de trouver du RabbitMQ, Kafka le vent en poupe ces derniers temps. C'est un peu plus compliqué à administrer, mais il y a plein d'outils qui sortent pour traiter ce genre d'architecture. Maintenant qu'on a enfoncé les portes ouvertes, on va voir les concepts des microservices. Alors les concepts de base, puisque là de toute façon on n'a rien réinventé dans ce que je vous ai présenté, c'est juste des choses qui existent depuis longtemps qu'on redécouvre, et on s'est quand même tiré parti des erreurs qu'on a faites avec la SOA. On a fait des erreurs notamment avec la gestion d'intelligence, de workflow, des EAI, des ETL parfois, on en a mis partout. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a des SI très complexes avec des opérations métiers qu'on n'est pas forcément capable de suivre de bout en bout. Donc, l'idée derrière tout ça, l'idée pour pallier à ce problème-là, c'était de revenir aux fondamentaux du web, de dire qu'une couche de transport, c'est juste une couche de transport qui n'implémente aucune règle métier. L'intelligence de routage, on peut la garder dans des choses comme les USB, de l'API management, pourquoi pas. Par contre, on va garder l'intelligence vraiment métier au niveau des services. Et pour faire ça, comme on ne gère que des services, il y a un impact assez important, c'est qu'on a des services de plus haut niveau qui gèrent l'orchestration. Si j'ai besoin de réaliser une opération complexe, qui nécessite plusieurs opérations techniques, je vais avoir besoin de composition. Mais les microservices, c'est des unités composables. Et pour qui va faire cette composition, ça va être un service de plus haut niveau qui orchestre. Un autre problème, c'est que nos services, on les a déployés de manière très statique aujourd'hui. Que ce soit dans SOA ou sur même pas du microservice, de la WOA, de l'architecture REST. Aujourd'hui, on a des machines qui hébergent des services, et ces services, ils sont là. Et si jamais la machine tombe, le service, il n'est plus là. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas forcément pensé nos applicatifs pour savoir réagir à la panne de son environnement. Aujourd'hui, mon service est dépendant de mon environnement. Si mon environnement change, il y a de fortes chances que mon service tombe. Donc, il y a plein de pratiques qui ont été mises en place et qui se regroupent plus ou moins sous le nom de Design for Failure et qui nous amènent à réfléchir nos applications pour être capables non seulement de s'adapter à leur environnement, mais de savoir réagir à la panne d'un environnement et donc de faire des modes dégradés, de faire des modes... Pas des interruptions de service en tout cas, je viens plus loin dessus. Alors c'est des nouveaux outils, c'est des nouvelles pratiques, des nouveaux patterns, et c'est surtout une nouvelle culture, la culture que tout est faillible.
qu'une machine c'est faillible, du réseau c'est faillible, une applicatif c'est faillible, une base de données c'est faillible, un bus de messages c'est faillible. Tout peut tomber. Quand je commence à concevoir mon application, il faut que je pense échec. L'échec est partout. Et c'est pas une mauvaise chose. Il faut apprendre à gérer l'échec comme une information et pas comme un échec. Pas chercher sur qui on tape, il faut chercher pour comment l'éviter la prochaine fois. Et enfin, un concept principal qui se retrouve aussi dans les 12 Factor Applications, qui est le scaling par rapport au modèle de processus. Donc, scaling grâce au modèle de processus, on s'est rendu compte que quand on avait un serveur d'application qui hébergeait plein d'applications, un WebSphere, un 2IS, quelque chose comme ça, et ben ça tombait pas souvent. Et quand ça tombe, on perd toutes les applis dessus. Aïe. Et on a un autre principe qui dit que j'ai une machine par service, c'est ce que je vous racontais juste avant. J'ai une VM, j'ai un service, et sur cette VM, il n'y a que ce service-là. Là, on se rend compte que quand même, quelle perte de ressources de devoir gérer un OS avec un disque qu'on a mis à 10 Go alors que mon appli n'utilise absolument aucun disque. Tout ça pour un service. Pourquoi ne pas faire cohabiter plusieurs services ensemble? C'est l'idée qu'il y a derrière. La plateforme doit être capable de gérer intelligemment les ressources et de faire cohabiter les services. Pour ça, un service égale un processus. Le service doit être capable de lui-même changer de port dynamiquement s'il y a un problème. Tout ça, ça revient à la même idée. Le système devient dynamique. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous? Les services sont plus petits, mais beaucoup plus nombreux. Donc, il faut être capable de les industrialiser, c'est ce que François disait juste avant. Il faut être capable d'avoir des processus d'intégration continue et de déploiement, disons, de continuous delivery. Le déploiement, on verra pour plus tard, mais au moins être capable de délivrer continuellement. Pour faire ça, il faut absolument versionner, puisqu'on va probablement se retrouver avec des versions, si je livre toutes les heures, disons, toutes les minutes, toutes les 5 minutes. Comment est-ce que je vais faire pour être capable de ne pas impacter mes consommateurs? Je ne dois pas avoir à redémarrer un service, à le faire évoluer en parallèle. Je vais être capable d'évoluer indépendamment et pour autant ne pas casser mes copains. C'est la question qu'on a eue tout à l'heure, et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On versionne. Et ma version, pour le schéma, l'autre question qu'il y avait, l'idée c'est de se dire que je suis capable à tout moment, quand je déploie une version N+1, de gérer le schéma N-1, N+1, au moins sur 3 versions glissantes. Ensuite, à partir du moment où je me rends compte que j'ai plus de consommateurs sur la version N-1, je vais commencer par supprimer cette version et continuer à évoluer de plus en plus. Le piège, c'est que mes consommateurs ne bougent pas. Si jamais mes consommateurs ne bougent pas, je vais avoir des versions N jusqu'à N+100 qui vont cohabiter. Là, je vais casser mon infrastructure. Là, il faut être capable d'avoir une gouvernance qui est efficace. Voilà, tester des concepts, c'est plus aisé grâce à l'A/B testing. Donc ça, c'est les architectures asynchrones que je montrais tout à l'heure et hybrides. Ça permet d'avoir des consommateurs complètement souples et d'être capable de gérer des traitements différents en fonction des messages. Les interfaces sont mes messages. Le système devient complètement distribué. Ça veut dire que non seulement je vais avoir des services à un endroit, je vais avoir le même service à n endroits. Et tous mes services vont être potentiellement sur tous les mêmes machines. Je vais avoir des clusters qui vont cohabiter, des services qui vont bouger en permanence. Et ça, c'est des impacts du système distribué. Je ne vais plus avoir un parc de machines fixes, je ne vais plus avoir une infrastructure souple et statique. Je vais avoir une infrastructure complètement dynamique. Les machines vont être créées à la volée, vont disparaître en temps réel. Les services vont être réalloués ailleurs parce qu'il y a plus de place pour eux. Je voulais être capable de m'adapter à ça. S'il y a des pannes, parce qu'il y aura des pannes, un système distribué c'est forcément faillible. Un réseau qui tombe, un routeur qui crache, je perds une partie de mes services. Si jamais ça arrive, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est là que le monitoring devient c'est plus un choix, c'est plus une information, c'est du monitoring actif qu'il nous faut. Il faut que le monitoring soit capable de prendre en compte automatiquement des actions correctives sur la détection d'une panne. Donc ça va être potentiellement quand on est dans le cloud, de dire j'arrive plus à joindre mes 50 services qui sont sur cette machine, elle est sûrement tombée, je réalloue une machine et je reprovisionne mes services dessus, de manière automatique. Et le système devient dynamique, ce que je viens de vous raconter, que le comportement doit être adaptable au runtime, et que non seulement on a besoin du monitoring réactif, mais il ne faut pas perdre non plus les informations, vu que mes machines vont mourir en live, mes services doivent être réalloués ailleurs. Ce qui va se passer, c'est que je vais perdre mes logs. Si jamais ma machine, j'en avais besoin parce que j'ai eu un pic de charge à un instant T, le pic de charge est retombé, ma machine je la supprime du coup pour ne pas gâcher de ressources. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette machine pendant ce temps-là? Si jamais j'ai un utilisateur qui avait un problème sur un service qui était là, comment je fais pour le savoir? Et bien là, j'ai besoin d'avoir des logs qui soient stockés ailleurs, et des logs agrégés, des plateformes comme Elasticsearch, Logstash et Kibana qui sont courantes aujourd'hui, ça devient indispensable. J'ai besoin de retracer le comportement de mes utilisateurs
peu importe ce qui s'est passé sur mon info. Ouf. On va pouvoir aller dans la partie rigolote. Comment on fait pour concevoir son application pour échouer? Donc l'environnement devient mouvant, ça on commence à l'avoir compris, je l'ai dit plein de fois. Le service doit être capable de s'adapter, mais par contre la plateforme doit gérer le scaling et l'autoscaling. Le scaling, ça reste manuel, ça va être de dire j'ai un pic de charge, manuellement je vais dire j'ai besoin d'augmenter mes services, il m'en faut 2 de plus, puis 5, puis 10. Puis finalement j'en ai plus besoin, j'en ai besoin de 10, puis 5, puis 2. Mais bon, ça c'est quand même mieux si la plateforme le fait pour moi, et c'est ce qu'on appelle l'autoscaling. Les services ajoutés à vous doivent être monitorés, les logs supprimés. C'est de la redite, les performances doivent être évaluées en permanence. Alors ce que j'entends par là, c'est que comme le système est beaucoup plus distribué, on est beaucoup plus tributaire du réseau. On est beaucoup plus tributaire du moindre impact de performance sur une de mes applications. Si j'ai 50 services qui dépendent d'un service, la moindre latence sur ce service provoque des latences sur les autres, puis sur les autres, puis sur les autres, puis sur les autres. Et à la fin, j'ai un service inutilisable pour mes utilisateurs. Donc si j'ai de l'APM, quelque chose qui me permet de voir l'application performance monitoring, qui me permet de voir en temps réel la charge de disons les performances de ma plateforme, avec ça je vais être capable de dire il faut que je désactive telle fonctionnalité qui n'est pas vitale pour mon client, c'est pas mon cœur de métier, et par contre elle génère de la charge. Il faut que je sois capable aussi de dire ce service-là devient trop lent, je dois être capable de bypasser ce service. Je ne l'appelle plus, j'offre un mode dégradé à mes clients, et par contre je n'utiliserai plus jamais ce service-là jusqu'à ce qu'il soit revenu. Donc toutes les 5 minutes, disons, ce qui est extrêmement long, je vais aller faire un appel dessus pour voir s'il répond vite. S'il ne répond pas vite, il n'existe pas. S'il répond vite, il existe. Et du coup, il y a des nouveaux enjeux de testing, c'est que maintenant, mes services sont unitaires. Donc tester les services unitaires, c'est pratique, c'est facile. Le problème, c'est qu'ils sont composables. J'ai plein de services qui vont utiliser d'autres services. Du coup, mon service client, il ne va plus être rendu simplement sur un service, mais il va être rendu par un ensemble de services. Cet ensemble, c'est une plateforme. Il ne faut plus penser produit, il faut penser plateforme. Et pour tester un comportement client, je ne peux pas le faire juste en travaillant sur un service et en invoquant ses dépendances. Pour tester un comportement client, ce que j'ai besoin, c'est de scénario utilisateur, de tester vraiment le comportement utilisateur à travers le point d'entrée de ma plateforme, comme si tout était une boîte noire. Du coup, il y a des tests fonctionnels qui deviennent indispensables. Il y a des tests de résilience. Là-dessus, Netflix a beaucoup travaillé, beaucoup contribué sur ce qu'on appelle le Chaos Monkey, sur la Simian Army, qui sont des éléments d'infrastructure qui vont éteindre aléatoirement des machines dans le data center. Qui vont dire, voilà, moi j'ai tel service client, éteins-moi sur 50% de mon infra. C'est un test un peu violent. Et bien, si jamais ça survit, bon, c'est très résilient, sinon il n'y est pas. Alors, des nouveaux patterns. Les nouveaux patterns, c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque parce que sinon on a pour très longtemps, ça mériterait un meet-up à soi tout seul. On a besoin de patterns de développement et de déploiement. De déploiement, on en parle. De développement, on a besoin de publier son état de santé en permanence. Un service qui meurt, c'est pas seulement le monitoring qui doit le détecter, il doit être capable d'être interrogé. On offre un endpoint, tout simplement un health check, slash health, je sais pas. Quelque chose comme ça qui va dire, ok, je suis vivant, KO, je suis mort. Potentiellement, il va donner l'état de ses circuit breakers. On aborde juste en dessous. Un circuit breaker, c'est un disjoncteur. Quand j'appelle un service, quand je dépends de un ou plusieurs services, disons des back-ends, si mon back-end tombe, je ne dois plus l'appeler. Par contre, si j'ai qu'un back-end et que je fais n appels, est-ce que je vais vraiment faire n appels si je sais qu'il est tombé il y a 2 secondes? Ça paraît un peu débile. Eh bien non, je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une sorte de circuit électrique. Si je fais un appel, 2 appels, 3 appels, 4e, ça a pété, c'est mort, j'ouvre les circuits. Le courant passe plus, je fais plus l'appel. Et de temps en temps, je tente de le refermer pour voir si le courant passe. C'est ce principe-là qu'on essaie d'appliquer au logiciel. Et c'est un pattern qui marche plutôt bien. Il y a pas mal d'outils qui en font dans plusieurs langages. Et pour l'avoir utilisé, moi j'ai jamais eu de souci avec. Et du coup, quand on retourne sur l'état de santé, on retourne aussi l'état de ses circuits. On sait quel disjoncteur est ouvert, quel disjoncteur est fermé. Ça me donne un état de santé de mes dépendances à un instant T immédiat. Ok. Graceful degradation. Donc, si jamais mon circuit breaker est ouvert, je perds une dépendance. J'ai besoin d'un service pour rendre une fonctionnalité et une de mes dépendances est morte. Est-ce que j'arrête de rendre le service ou est-ce que je peux fallbacker sur quelque chose? Potentiellement, je dépends d'une base de données. Ma base de données tombe, est-ce que j'arrête tout? Non, je vais peut-être aller travailler sur un cache qui a une durée de, je sais pas, de 30 minutes, disons. C'est un mode dégradé. Puis potentiellement, je vais travailler encore sur un autre service qui est un peu plus ancien, qui offre un peu moins de fonctionnalités, mais qui me permet de rendre la base de mon service. Il n'y aura peut-être pas toutes les infos à la fin, mais il me permettra de faire quelque chose.
Parce que je peux fallbacker peut-être sur le système de fichiers, tout simplement. Avoir les dernières infos que j'ai eues il y a un moment. Ouais, puis il y a plein de... Ça, c'est adapté à chaque contexte. Hein. Chaque service peut avoir des dépendances, il faut voir sur quoi il peut fallbacker ou pas. S'il peut pas, il faut être capable de dire je rends un mauvais service, j'arrête. Ou alors, s'il peut, dire je rends un service un peu moins bon. Désactiver des fonctionnalités à chaud dans mon application. Je me rends compte que telle fonctionnalité prend trop de ressources, je l'arrête. C'est dynamique, c'est immédiat. Et du coup, la fonctionnalité est plus rendue, mais c'est à chaud. Et je peux la réactiver quand le problème est fini. Je sais que j'aurai une mise à jour sur telle infra et tel service, et que ce service est utilisé par mon application, qu'elle est utilisée que pour une fonctionnalité. Je vais désactiver cette fonctionnalité le temps de la mise à jour. Quand il sera revenu, je l'ouvrira. Ça, c'est le principe de base du dark launching. C'est-à-dire que je déploie en permanence l'état de mes développements à un instant T. Il y en a qui ne sont pas finis, c'est pas grave. Je déploie du code qui n'est pas prêt à être livré. Par contre, ce code-là, il est flagué à ne pas activer en prod. Donc, mon service, il est directement en prod. Ce qui n'est pas fini, c'est invisible pour l'utilisateur. Le jour où ça devient visible, active. Ça me permet de décorréler la livraison de l'activation. Ce qui veut dire que je vais pouvoir dire, je mets en place une version N+10 de mon service. Si jamais je décide que mes nouvelles fonctionnalités ne sont pas stables, elles ne sont pas mûres, ou j'ai des problèmes d'utilisateur dessus, je désactive. Le Blue-green Deployment, ça c'est un truc rigolo. Ça veut dire que j'ai l'infra qui supporte un service. Plutôt que de dire je vais mettre à jour mon service existant, je vais déployer une infra similaire et je vais router mes utilisateurs sur un nouvel infra. Ça veut dire que je peux mettre en place mon nouveau service sur ma nouvelle infra, ne pas l'ouvrir aux utilisateurs, faire mes tests dessus, valider qu'il est stable, et ensuite router mes utilisateurs dessus. J'ai une phase de validation, et ce que verront mes utilisateurs, c'est exactement ce que j'ai testé. C'est comme ça que marche Heroku, c'était un des premiers à le faire. Et Heroku, ce qu'ils ont dit, c'est j'offre une version N+1, si au bout de 5 minutes mon service, je considère qu'il est stable, je décommissionne l'ancien. C'était brutal, mais ça a fait une partie de leur succès. Et enfin, le dernier mode, c'est le Canary Release. Ça dit, vu que j'ai une infrastructure souple maintenant, je rajoute une machine dans mon infra à mon parc de machines. C'est une machine virtuelle qui ne va pas prendre grand-chose. Je la déploie, je déploie un service dessus, et je regarde, il va prendre 5% des requêtes utilisateurs, grosso modo. Je regarde si son comportement est le même que les 10 copains qui sont à côté. Si le comportement n'est pas le même, j'ai apporté une régression. Je dégage la machine, mise en prod rollbacké, mais invisible pour le client, sauf pour les 5% impactés. Ça nous permet, nous, de valider que, en situation réelle, mon service va bien se comporter. D'éviter les disparités du genre « Oh, après prod, ça marchait très très bien, et je comprends pas, ça marche plus. » Bah, vraiment, ça marche. Ah, et maintenant on parle d'outils, parce qu'il faut se détendre un peu après toute cette masse d'infos sans schéma. Alors, des nouveaux outils, c'est le Configuration Store, par exemple. Aujourd'hui, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a ça. On a des serveurs, avec un service dessus, et une configuration. Et quand je veux changer la configuration, j'ai un copain qui va se connecter sur la machine, qui va changer la configuration et qui va reloader le service. Puis il va faire ça sur la machine 2, puis sur la machine 3, puis sur la machine 4. Puis vu que j'ai 50 000 microservices qui sont déployés sur 10 machines, sur 20 000 machines, sur 100 000 machines, il va se connecter sur chacune. Alors s'il est intelligent, il va utiliser une solution de configuration management, un Ansible, un Puppet, un Chef. Il va le faire, mais ça va quand même se connecter sur chacune des machines. L'approche qu'on a dans les microservices, c'est de se dire, ma conf, pourquoi je ne la mettrais pas à l'extérieur, dans une base de données, à tout hasard du clé valeur distribué, et c'est mes applications qui vont aller chercher les configurations directement. Alors il y a ce pattern-là, où c'est le service qui va se connecter directement à la base, et celui-ci où c'est un agent qui va prendre en compte cette connexion-là, et comme ça qui pourra dire, moi je garde en cache ici les infos et je n'ai pas besoin de les requêter à chaque coup. Soit c'est l'application qui prend en charge, soit c'est l'agent. J'ai une préférence pour celle-là, voyez-moi. Ces bases de données-là, on ne voit pas là, mais c'est sur le CAP théorème, qui dit qu'une application ne peut pas être à la fois, une base de données ne peut pas offrir à la fois de la consistance, de la disponibilité et de la tolérance au partitionnement. Donc c'est des bases de données qui se focalisent sur la robustesse et qui sont du coup consistantes et disponibles. On ne partitionne pas les données, elles seront répliquées sur chacun des nœuds. On ne cherche pas à les séparer, par contre on cherche juste à ce que ces bases de données ne tombent jamais. Donc normalement c'est des systèmes particulièrement fiables. On n'est jamais à l'abri, un réseau qui tombe, ça casse tout, mais on a le cache ici sur la machine. Donc ça, c'est le premier pattern, qui est à la base de tout le reste. Du service discovery. Et oui, vu que j'ai 1000 services qui tournent sur 10 000 services qui tournent sur 1000 machines, comment je fais pour savoir où ils sont? Sachant qu'ils peuvent être bougés à chaud, mes machines peuvent être créées, des services commissionnés, décommissionnés, tout le temps.
comment je peux savoir en temps réel où sont mes services, et si jamais le routage change, comment je fais pour ne pas impacter mon application qui tourne, et pour que ce soit fait automatiquement. Un service discovery. Un service, quand il arrive, le truc qu'il fait, c'est qu'il va s'enregistrer auprès du discovery. Le service discovery, il va maintenir cet état-là dans son configuration store, qui est la brique qu'on a vu avant. Et ces deux choses-là sont pareilles sur le côté du capteur M. C'est censé être plus fiable que performant, et ça sert surtout à être mis au courant en temps réel de l'état de santé de l'application. Le service discovery, non seulement il gère c'est un registre service, mais il gère aussi le health check. C'est-à-dire que lui, quand il dit je m'enregistre, il lui dit aussi, voilà quand tu peux vérifier que je suis en vie. Donc lui, il va à intervalles réguliers vérifier que le copain est en vie. S'il n'est pas en vie, il va le supprimer. S'il le supprime, vu qu'il a des interfaces REST et DNS, ce qui se passe, c'est simplement que le service ne ressortira plus dans la liste des services capables de fournir cette implémentation-là. Voilà, donc comme c'est du DNS, potentiellement ça peut être complètement transparent. Vu qu'on va requêter le DNS, on va dire j'ai besoin de service.produit.v2. Bah, lui, il va me rappeler tous les backends qui savent faire ça, qui sont enregistrés, et c'est du DNS. Du coup, j'ai pas à faire cette flèche-là. J'ai pas besoin de requêter directement l'interface REST là-bas. Je peux considérer que lui est mon serveur DNS central. Et du coup, j'ai à jour en temps réel l'état de mon infrastructure et de la répartition de mes services. Ok, du coup, ça nous amène à une partie rigolote. Le load balancing. Aujourd'hui, le load balancing, ça ressemble à ça. On a du trafic, on a souvent un F5 dans les entreprises, et on a un copain qui va administrer ce F5. À chaque fois que j'ai un nouveau service, le copain il va se connecter sur le F5 et faire une mise à jour. Potentiellement casser tout ce qui a été fait avant, et il va restarter le service, il va faire des choses. Ça veut dire que j'ai quand même une intervention humaine à chaque fois que j'ai un service qui se provisionne. Vu que tout devient dynamique, comment je vais faire ça? Parce que je ne peux pas avoir un copain qui va se connecter à chaque fois que je décide de scaler. Surtout si c'est la plateforme qui gère le scaling. Alors pour faire ça, on réutilise toujours nos briques. On store, mon service registry, mes services s'enregistrent. Et par contre, ce store, il a des petits outils qui sont capables de se connecter à ce genre de store et qui sont capables de rendre des templates à partir de ce qu'il y a dedans. Donc dans le store, je vais avoir des services. Chaque service va correspondre à un couple host, port, nom du service, avec un tag, peut-être une version. Et lui, on va dire, tiens, pour tous les trucs de la version 1, tu vas les mettre sur telle front-end, version 2 sur telle front-end, version 3 sur telle front-end, et il va gérer automatiquement le rendu de ce template. C'est-à-dire que l'opération que mon copain faisait là-bas à la main, elle va être faite automatiquement à chaque fois qu'il y a une mise à jour qui est faite ici. Un nouveau service s'enregistre, ça change la configuration store, le petit démon là-bas, il est au courant, il rend le load balancer au courant qu'il y a un nouveau backend. Un service meurt, il le supprime du backend. Plutôt cool, non? Et enfin, l'API Gateway, ça je ne le présente plus, puisque j'imagine que vous l'avez tous fait déjà. Mais avant, c'était un gros bazar. Quand vous voulez appeler des services, ça partait dans tous les sens. Aujourd'hui, on a une couche au milieu qui permet de mutualiser les enjeux non fonctionnels, qui permet de faire de l'authentification, du monitoring, de la sécurité et gérer le contrôle du trafic. Ça peut être du blacklistage d'IP, l'inverse, du whitelisting d'IP. Ça peut être de l'authentification en route, autre chose. Ça, c'est pas très neuf comme idée, mais aujourd'hui, ça devient un vrai pattern. Et voilà, j'ai fini mon tour d'horizon. J'espère que je n'ai pas été trop long, un petit peu quand même. Mais si vous avez des questions, allez-y, faites-vous plaisir. Ça ira. Si tu devais nous dire un outil par exemple que vous utilisez pour le configuration store et le service discovery. On n'est pas de mèche. Alors pour le service discovery, pour l'instant, j'ai utilisé Consul et Eureka. Pour le service discovery, pour ma part, j'ai utilisé Consul et Eureka. Je n'ai jamais encore utilisé les deux autres. Scale DNS, il me semble qu'il offre à peu près la même chose que Consul, et Smart Stack, j'en ai aucune idée. Mais Consul, ça marche vraiment bien. Ça existe en prod chez plein de fournisseurs de services internet, surtout chez les pure players. Consul, il est à deux endroits, c'est à la fois du configuration store et du service discovery. Du coup, voilà. En général, on l'utilise quand on commence parce que c'est pratique d'avoir un outil, de l'apprendre et de le maîtriser. Si on veut vraiment séparer, Zookeeper, c'est un des pionniers, c'était utilisé surtout dans le monde du big data.
Et du coup, Zookeeper, il y a Eureka qui sait lui parler directement et qui fait un service de service discovery au-dessus de la base de Zookeeper. Voilà. Autre chose, sinon je peux vous présenter tout cela. C'est un bonus pour vous quand vous aurez les slides. Oui. Qu'est-ce que tu penses de comment ça s'appelle, Deis et qu'est-ce que tu penses de Deis et de Flynn, deux Heroku-like en fait, qui j'ai l'impression intègrent beaucoup de choses en fait et peut-être vont simplifier aussi cette partie architecture. Deis, c'est de la balle. Flynn, je connais pas. Enfin, je connais. Je l'ai pas utilisé. Deis, ouais, ça va permettre de faire du micro-pass. Et du coup, ça va permettre d'avoir un pass à la maison, peu importe l'infra derrière. Donc ça se base sur du CoreOS. Donc ça veut dire qu'on parle Docker. Ça veut dire qu'on utilise tout ce qu'il y a sur CoreOS, toute la couche de CoreOS. Donc c'est du etcd et c'est Fleet. Pour gérer le scaling de la plateforme. Mais Deis, du coup, vous pouvez dire, je push mon code depuis mon repository de code, depuis mon GitHub quelque part. Je push du code, ce code-là va passer une batterie de test, pourquoi pas, et derrière, ça va être déployé sur une infra comme ça. Si je veux scaler, Deis scale up 5, et j'ai 5 nœuds. Et sur la version 2 qui est en bêta là, ils sont en train de passer sur du Kubernetes en fait, justement avec les tags. Kubernetes aussi, je le recommande beaucoup plus finalement que Deis. Deis c'est pratique parce que c'est Heroku-like, du coup quand on est côté développeur, bah, c'est facile de faire du pass là-dessus, enfin c'est agréable de faire du pass dessus. Et Kubernetes c'est une autre façon de penser son appli, mais qui permet justement de dire j'ai un ensemble de services qui est interdépendant et qui s'appelle un pod du coup, et je vais avoir une interface ouverte dessus. Alors c'est des architectures un peu différentes, parce que pour chaque ensemble de services, je vais avoir une sorte de point d'entrée de proxy. Et sur chaque host, j'ai un proxy qui connaît tous les load balancers. C'est des impacts différents, à mesurer. C'est pas vraiment le même sujet que le microservice, c'est vraiment les plateformes de scaling, enfin, d'auto-scaling. J'ai l'impression qu'à terme, ça va merger un peu. J'espère. Parce qu'en fait, là, ça simplifierait tout finalement. Parce qu'on aura une sorte d'OS pour un ensemble de serveurs, avec toute l'architecture qui va bien pour faire du microservice, on push le service, et puis go quoi. Des questions ? Alors, ma question c'est plutôt par rapport à l'accompagnement au changement, d'accord ? Admettons ton client c'est un grand compte, 40, il veut refaire son ACI, d'accord, et tu travailles en tant qu'architecte pour faire une partie de son ACI, peu importe laquelle. Le problème que j'ai eu en pratique, c'est lorsque j'ai essayé de pousser un changement d'infrastructure aussi, de méthode de travail. Quand tu parlais d'intégration continue, déploiement continu, c'est ça. En fait, ils voulaient faire de la SOA, on a essayé de pousser des microservices, et derrière, on a essayé de les convaincre que une approche peut-être DevOps, automatiser des choses, etc., dockeriser les microservices, ça a un intérêt, ce que tu disais. La réponse que j'ai eue, c'est soit ça coûte trop cher, soit on va déjà commencer par automatiser et Docker dans un deuxième temps. Du coup, c'est quoi ta réponse face à, comment te dire, c'est même pas un débat d'échange, c'est je veux pas de dedans. La réponse commence par automatiser. Mais on veut automatiser, on veut faire du DevOps, du continuous delivery, on va le faire. Et si jamais on le fait avec les mauvaises pratiques, ce qui va se passer, c'est pas qu'on va livrer plus vite, c'est qu'on va livrer des bugs plus vite. Quand on aura livré des bugs plus vite, on se rendra compte qu'il faut changer des méthodes de travail, des cultures. Et quand la culture va évoluer d'échec en échec pour aller un peu plus vers l'excellence, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller naturellement vers des choses comme les microservices. Ça va pas se faire tout de suite, ça va se faire sur un enchaînement d'essais, échecs, réessais. Et je vois pas d'autre solution pour transformer une méthode. C'est pas que je laisse faire, c'est jamais le DevOps. Jamais le DevOps, je rentre pas par rapport du DevOps. Ça coûte pas trop cher. Ça coûte trop cher quand on l'a jamais fait parce qu'on sait pas de quoi on parle. Mais quand tu as une grosse boîte qui a une équipe d'administrateurs système qui est en la quarantaine, 10 ans, 50 ans, qui ne connaissent pas forcément DevOps, Python. Le problème des choses comme le DevOps, c'est que souvent ça vient des devs. Les Ops, ils sont bien, ils sont dans leur monde, ils ont leur façon de travailler, et les devs leur disent « travaille comme ça ». Ils disent « t'es gentil, moi je raquette des serveurs que t'étais pas né ». Comment on peut leur en vouloir? Comment on peut leur en vouloir? Ils ont travaillé comme ça et c'est comme ça qu'ils ont fait leurs infrastructures. Nous, on est utilisateurs de ces infrastructures et on ne va pas leur apprendre comment travailler. Bah, si, par contre, eux,
Ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est toute la résilience. Toute l'approche sur la résilience des systèmes, ça vient d'eux, dans le DevOps. C'est la partie de l'impact de DevOps sur le dev. Par contre, de l'autre côté, il faut leur apprendre à travailler différemment, leur apprendre à versionner. Beaucoup travaillent avec des scripts dans leur coin, voir quand il y a la main s'il faut le faire. Donc déjà, leur apprendre à scripter. Pourquoi pas utiliser des configuration management, des outils comme Ansible, je trouve que c'est des bons moyens de rentrer par la porte des ops, parce que ça ressemble beaucoup à un script SH au final. Ça, ils ont l'habitude de travailler avec, et on leur offre ça. Ça leur offre des méthodes pour déployer des confs sur tout un parc de machines. Là, ils vont se rendre compte que c'est intéressant. Et un jour, ils vont perdre leur... Juste je vois l'heure. On va avoir des pizzas après. On pourrait continuer. Comme il nous reste quand même encore une dernière présentation. Non mais c'est juste, je suis désolé, je fais le timekeeper, mais... Ok, d'accord, j'ai compris, c'est intéressant. Alors c'est la période trop d'accord Ansible. Et parce que je suis un Ansible fan. Bon, on en reparle au pizza, hein. Merci à tous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, j'ai l'avantage, c'est que je passe après tout le monde, donc il y a beaucoup de choses que j'allais aborder dans ma presse qui ont déjà été abordées, donc ça va me permettre d'accélérer dessus. Donc, ce soir je vous parle d'une promesse qui a été faite il y a une petite dizaine d'années, un peu plus, par des gens en Californie qui était de faire évoluer ce qui était le concept d'un operating system. Voilà. Donc, il y a des gens chez Google, chez Yahoo, dans d'autres boîtes, des personnes qui sont parties de ces boîtes pour créer d'autres boîtes un peu connues comme Airbnb, Twitter, HubSpot, et j'en passais des meilleurs, et ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ne pas retomber dans le paradigme du mainframe, c'est-à-dire construire une énorme bécane sur laquelle on va faire tourner tout, parce que construire grand, concentré sur une grosse machine, c'est plus facile que de construire plein de petites machines qui vont supporter notre architecture. Donc voilà. Donc, quelques éléments du contexte actuel. Je parle au sens culturel là-dedans. Bon, ça a déjà été abordé, hein, continu. Donc, développement continu, provisioning continu, intégration continue, tout est continu. Cycle court, ça va de la même manière avec le continu, parce que quand vous raccourcissez les cycles de développement, les cycles en général, forcément vous arrivez sur un mode qui est continu. Voilà. Il y a quasiment plus de... Les intervalles en fait, entre chaque prise de décision, parce qu'on en arrive quasiment là, ils sont de plus en plus raccourcis et voilà, on produit tout le temps. Ça va aussi avec tout ce qui est les mouvements culturels, et je mets l'accent sur culturel de prototypage rapide et de Lean. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lean Startup. Qui est-ce qui a entendu parler de Lean Startup dans la salle? Bon. Quasiment tout le monde. Bon. En gros, c'est, si je veux être un peu je vais grossir le trait, c'est les microservices appliqués à la conduite d'une entreprise. On définit un minimum viable product, quelque chose, une hypothèse de départ qui est viable, la plus petite possible, et on itère dessus. Voilà. Donc ça, si vous ajoutez le prototypage rapide plus le lean, ou vous les conjuguez tous les deux, vous arrivez toujours à une cadence effrénée. C'est ce qui était abordé auparavant. Les microservices et les conteneurs, même chose. Il faut aller plus vite, il faut pouvoir revenir en arrière, il faut pouvoir scaler, outscaler, downgrader, faire des choses que moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais qu'on pouvait faire passer une infra totalement d'un data center en Europe vers un data center en Amérique du Nord sans discontinuité de service, à l'échelle d'un data center. Je ne sais pas si les gens sont assez... un data center, c'est quand même un truc industriel, quoi. C'est un gros machin. Et qu'on soit capable de dire, non, hop, mon service, il tournait sur l'intégralité de ce data center-là, et le faire passer genre sur un autre continent, sans qu'il y ait d'interruption de service, sur un autre, ouais, ça m'a assez bluffé, et ce qui paraît, c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Tous les gros opérateurs qui ont leur propre data center, ils le font tout le temps.
Tout le temps, ils ont par exemple, ils ont un data center, comme nous on pourrait avoir un environnement de test, eux ils ont un data center de test. Vous prenez les Facebook, les Google, tous, les Yahoo, ils ont tous ce genre de problématiques et de comportements. Et Big Data, non, ça je vais pas... c'est le buzzword du moment, tout le monde en parle. Je dis que c'est un peu la somme des trois au-dessus et de ce qui suit. On va passer à la slide suivante, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Alors, c'est caricatural, mais au final, je pense que le saut qu'il y a entre le déploiement continu et les opérations en continu, oui, il va falloir qu'à un moment on se transforme en cyborg si on veut tenir le rythme. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu à constituer des équipes de DevOps. Bon, messieurs là, oui, mais ailleurs, non. La mutation qu'on demande à un admin 6, moi j'ai commencé dans l'informatique en étant un admin 6, ensuite je suis devenu dev, ensuite je suis revenu à mes premiers amours parce que je suis matheux, et je suis devenu data scientist. On en demande beaucoup. On en demande vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien cette illustration-là, même si elle est assez... elle force un peu le trait. Voilà. Bon, on continue. Et maintenant, on va parler chiffres. Argent. Brousouf. Pour être un peu vulgaire. Ça, c'est le prix de la RAM. Alors, j'ai pas pris le prix de la RAM en gros, mais ça reste le prix de la RAM entre 2014... novembre 2014, et là on est en mars 2016. Et donc on passe de 180 dollars, là, pour notre belle barrette. C'est une quoi? C'est une 2 fois 8 gigabits, donc 16 gigabits, et on arrive, allez, aux alentours de 80 dollars. Donc, c'est-à-dire que sur un espace de 2 ans, le prix d'un des composants qui est c'est la trinité, la sainte trinité de l'informatique, c'est la RAM, le disque et le processeur. Il y a un des composants dont le prix a été divisé par 2. Donc vous me dites Sinbad c'est bien gentil, mais bon, ok, c'est la loi de Moore, ok. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand le prix, si je peux me permettre une petite parabole économique, ça c'est une matière première, mettons. Okay. Généralement, quand le prix des matières premières tombe, est-ce que les industriels suivent? Est-ce que parce que le prix systématiquement le prix de l'essence à la pompe est divisé par 2, est-ce que vous allez, dans le mois qui suit, payer 2 fois moins cher à la pompe? Non. Voilà. Ça, c'est une petite analyse que j'ai trouvée sur le site du Business Insider. Et alors, c'est pas exactement le même intervalle temporel, mais parce que j'ai pas réussi à trouver le même comment on appelle ça, le même chart, le même graphique qui va jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2016. Mais vous voyez que globalement, tous les gros opérateurs du cloud ont suivi le mouvement. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas suivi le mouvement de la chute de la matière première qui est la RAM. Donc, si vous faites chuter le prix de matière première, que les industriels suivent, nous, derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, on suit aussi. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Bon, j'ai quand même une donnée qui va jusqu'en mai 2015. Hein. Ça, c'est Google. Et Google, même chose. Hein. Il répercute systématiquement les prix, les prix d'achat. Hop. Nous, derrière, tout le monde suit, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à rebrousse-poil et on ne suit pas, l'évolution du marché, on se dit non, je vais rester un bon père de famille, enfin dans mon cas, et je vais pas multiplier mes ressources par 2 parce qu'elles valent 2 fois plus cher. Ou moins cher, autant pour moi, moins cher. Non, on se fait plaisir. On achète des serveurs de 3 fois, 4 fois plus puissants, on change d'instance, on passe d'une instance à 1 GHz sur une instance à 3. On gère la promesse, donc qui était la promesse du départ, qui était un OS général pour votre data center, vu que, de facto, aujourd'hui, avoir un data center, c'est quelque chose de très
C'est démocratisé. Tout le monde a le droit, tout le monde peut faire monter son cluster. C'est pas simple, parce que on se posait la question, enfin, auparavant, on avait toutes les problématiques de gouvernance, de passage à l'échelle, d'administratif qui parle un langage, de dev qui parle un autre langage, du DSI qui se dit est-ce que je vais disparaître ou est-ce que je vais pas disparaître? Non, mais presque. Donc celui qui tient les cordons de la bourse, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Eh bien, on attend les trois qui sont là. Donc, on a parlé auparavant de CoreOS, il y a Yarn et il y a Mesos. Donc moi aujourd'hui je vais me concentrer sur Mesos. CoreOS, bon, ça a été expliqué ce que c'était auparavant. Yarn vient du monde du big data, donc c'est un gestionnaire de clusters qui était lié à Hadoop. Donc auparavant, il restait quand même bien spécialisé sur tout ce qui était big data et Hadoop, mais là, il est en train la communauté qui est derrière Hadoop est en train d'aller chercher et CoreOS et Mesos sur la gestion globale de ressources et d'abstraction, comme ce qui est présenté avant. Bon, alors, vous allez me dire, Sinbad, c'est bien gentil tout ce que tu viens de nous raconter, le contexte financier, tout ça, bon ok, c'est cool. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'utiliser, quand est-ce qu'on a besoin d'utiliser ces outils-là? Genre, petite question, je vais interagir avec tout le monde. Ici, qui est-ce qui a monté un cluster, déjà? Qui a déjà eu à monter un cluster? Ok. Qui est-ce qui estime avoir fait du prototypage rapide? À qui on a demandé? Ok. Ok. Et qui est-ce qui pense utiliser ou qui a utilisé récemment des microservices? Voilà. Bon. Généralement, de mon expérience, quand on me demandait Sinbad, montre-nous un POC, montre-nous un data lab, le plus dur, c'était autant de résoudre, là c'est plus métier, de faire réémerger les value proposition pour chaque client, c'est-à-dire quel est le problème que vous essayez de résoudre véritablement, que de monter l'infrastructure qui va faire tourner le prototype dessus. Surtout que quand on fait du prototypage, généralement on ne vous donne pas les ressources, on ne vous dit pas voilà, il y a toute mon équipe de développeurs, fais-toi plaisir, Sinbad, vas-y, ils sont là pour toi, ils vont t'épauler. Donc généralement, ce qu'on va dire, bah écoute, s'il y en a un, lui, s'il a le temps, le vendredi, entre 16h et 18h, il va peut-être pouvoir t'aider. Bon, non, c'est pas ça. Donc il faut pouvoir prototyper rapidement. Donc quand on a besoin de prototyper rapidement, de se tromper rapidement, parce qu'à chaque fois qu'on se trompe, en fait, ça a un coût. Bon, on capitalise sur le savoir, mais allez chiffrer, allez dire à votre DSI, j'ai appris énormément sur mon processus métier ou j'ai fait avancer, j'ai élagué de 80% les solutions qui nous étaient proposées. Non, lui il veut savoir c'est quoi mon ROI. Au final, même s'il va pas vous le dire, s'il va être très gentil, très poli avec vous, il pense ROI derrière, il a son budget. Donc,